Pour continuer sur ce qu'on a commencé la dernière fois, probablement que on va garder la formule comme ça où je vais aller en solo pour le public, pour développer sur la psychologie évolutionnaire et l'approfondir, l'amener au public. C'est le seul moyen que j'ai pour le moment d'amener cette science au public, c'est de à travers ce contact direct comme on a. Je vais vous laisser aussi l'opportunité de poser des questions. Pas trop de questions, mais quelques-unes. Parce qu'il y a des questions que les gens ont qui sont très intéressantes dans ce sens que elles me forcent à gruger dans tout ce matériel. Et comme je ne pense pas, ça force le contact télépathique à s'ouvrir puis à nous amener à des constats très, très intéressants. En ce qui concerne la psychologie évolutionnaire, ce soir, je voudrais parler de l'importance de la télépathie chez l'homme. Quand je parle de la télépathie, je ne parle pas de la télépathie comme on le conçoit d'une façon conventionnelle. Pour moi, la télépathie, c'est la fracture du rayon de la pensée, c'est l'abolition du moi, l'élimination technique du jeu, pas par l'ego, mais par la pensée elle-même, par la source de la pensée. Et c'est l'émission vers l'homme d'une constante universelle, donc d'une science, qui est infuse, qui ne se pense pas, qui est communiquée, et qui ne fait pas partie du royaume de la pensée subjective ou de la pensée réfléchie de l'humanité, de l'évolution. Et ce développement dans la conscience humaine qui va s'étendre sur des générations et des siècles, il est important qu'on le comprenne au moins pour le moment d'une façon philosophique, parce que pour le comprendre sur le plan psychique, sur le plan personnel, il faut en faire expérience, et ça fait partie de l'évolution de l'homme. Ça fait partie de la mutation psychique de son moi. Ça fait partie de la nouvelle définition relationnelle qui existe entre l'humain et les plans invisibles. L'homme n'est pas tellement conscient de l'invisible parce qu'il n'est pas en communication télépathique avec. Pour lui, l'invisible, ce sont des zones, ce sont des espaces qui sont plutôt retirés de son expérience. Et pour le moment, à ce stage-ci de l'évolution, pour que l'homme puisse prendre conscience de l'invisible, il lui faut absolument pouvoir communiquer par télépathie. Et ce n'est pas facile parce que les plans, ou les éthers de conscience, ou les mondes invisibles qui sont habités par des intelligences qui peuvent communiquer avec l'homme, ne sont pas des mondes nécessairement faciles à pénétrer à partir du plan matériel vers eux ou à partir d'eux vers le plan matériel. Parce que dans le fond, c'est un problème de communication. Et le mental humain n'est pas suffisamment dissocié psychiquement de la mémoire de la race. L'homme est trop conventionnel dans sa pensée. Et comme il est conventionnel, il a tendance à penser en fonction de sa mémoire. Il n'est pas capable de se dissocier psychiquement des formes de pensée qui constituent substantiellement le programme de son mental, le profil de son mental. Donc, il ne peut pas plonger dans le vide psychique de sa conscience universelle. Pendant l'évolution, l'homme a fait des efforts dans cette direction-là, dans ce sens qu'il a cherché à s'oublier pour se retrouver dans une autre catégorie de conscience que nous avons interprétée
comme une forme de mysticisme. Mais le mysticisme, ce n'est pas suffisant pour l'homme, parce que le mysticisme, ça fait encore partie du conditionnement astral de sa conscience planétaire, et ultimement, l'homme découvrira que le mysticisme est directement relié aux alliances psychiques astrales qui sont convoquées, forgées par des entités qui ne font pas partie de l'intelligence, mais qui font partie plutôt de l'expérience de l'homme mortel mais désincarné. Donc le mysticisme pour un être conscient, c'est sans valeur. Si un homme n'est pas capable de comprendre de communiquer, d'être en communication d'égal à égal avec un plan de conscience, et qu'il est assujetti à un plan de conscience qui le fait vibrer et qui le plonge dans un état mystique, l'homme n'est nulle part. Il est simplement victime d'un autre état de conscience, d'une autre relation avec des plans sur lesquels il n'a aucun contrôle, dont il ne connaît aucunement les lois, et dont il n'est pas capable non plus de renverser à volonté les abus. Et si l'homme n'est pas capable de renverser les abus que les plans exercent contre lui parce qu'il n'est pas conscient des lois obscures des mondes parallèles, mais à ce moment-là, il demeure un être affaibli, il demeure un être sans puissance, il demeure un être qui réfléchit, il demeure un être qui reçoit de l'information venue d'ailleurs, mais qui n'est pas capable, de par sa propre lumière, d'en extraire les éléments mensongers pour en faire renaître la puissance créative, parce qu'il n'est pas suffisamment dans sa lumière. Il y a des mots que nous utilisons au cours de notre évolution, que nous avons utilisés pendant l'évolution des races et des civilisations, autant judéo-chrétiennes qu'orientales. Des mots dont nous n'avons aucune notion. Nous parlons de la lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière? C'est très bien, ça, de dire, je suis dans ma lumière. Mais qu'est-ce que ça veut dire, de la lumière? On ne peut pas utiliser des mots simplement pour se créer des conventions, ou pour se créer des états d'âme, ou pour se créer des perceptions qui cachent la réalité fondamentale des plans. L'homme doit connaître les plans un peu comme il connaît le plan matériel. Donc, si la lumière n'aiguise pas son sens scientifique, la lumière aiguise son sens spirituel, et il demeure à ce moment-là un être assujetti au plan. Pour que l'homme puisse comprendre les plans, il faut que sa lumière, donc son intelligence, donc sa puissance créative, soit capable de démasquer le mensonge qui fait partie de l'inversion de la réalité. Et la réalité, elle est invertie parce que l'homme n'est pas capable sur le plan psychologique, dans la mesure où il est dans un corps matériel qui est très très axé sur le mouvement animal de ses émotions. L'homme n'est pas capable de subir intégralement, objectivement, le choc de la rencontre avec des esprits supérieurs. L'homme n'est pas capable parce qu'il n'a pas la substance psychologique ni la puissance psychique pour répondre sur un pied d'égalité à des intelligences qui font partie des mondes parallèles, donc qui ont substantiellement une avance sur lui, autant sur la compréhension des lois du temps, des lois temporelles, que sur le mouvement spatial de leur forme. Donc l'homme a besoin, sur le plan psychique et sur le plan psychologique, d'avoir beaucoup d'identité pour venir en opposition créative avec des intelligences venues d'ailleurs, que ces intelligences soient d'un niveau, que ce soit des intelligences d'un autre niveau, c'est sans importance, parce que de l'intelligence, c'est de l'intelligence, qu'elle soit emmagasinée dans une forme matérielle, semi-matérielle, astrale, éthérique, morontielle. C'est sans importance. Ce qui est important, c'est que l'homme soit suffisamment dans sa lumière, dans son intelligence, pour pouvoir venir en contact télépathique, vibratoire ou expérientiel avec des intelligences qui soient capables de passer de leur espace-temps vers le nôtre. À ce moment-là, l'homme peut commencer à se dérober de son inconscience, commencer à se construire un corps morontiel, se libérer de l'enveloppe astrale, et lorsqu'il sort de son corps matériel à la fin de sa vie,
passer à la conscience morontielle, donc à la conscience systémique, pour continuer son évolution, mais d'une façon stratégique et non pas d'une façon passive comme les hommes l'ont fait pendant l'évolution en mourant simplement. Donc, qu'est-ce que c'est la psychologie évolutionnaire? C'est certainement un très très grand chemin, un très grand développement, une très grande évolution, un très grand rapport télépathique entre l'homme et les plans subtils qui durera probablement des siècles. Je ne suis pas le dernier, ni le premier à instruire l'humanité sur la psychologie évolutionnaire. Je fais partie simplement, probablement, d'une pièce témoin, parmi d'autres pièces témoins, qui au cours de l'évolution amèneront énormément d'informations sur la Terre, parce que les hommes seront capables finalement d'être en communication télépathique avec l'invisible. Le concept de l'invisible doit être absolument traversé, c'est-à-dire que nous devons, pour le moment, sur le plan psychologique et sur le plan psychique, l'étudier pour pouvoir éventuellement construire les structures occultes de la conscience humaine pour que l'homme puisse un jour passer du plan matériel à d'autres plans en conscience et finalement réaliser que l'invisible, dans sa nature mystique, n'existe pas. La science matérielle nous aide aujourd'hui à comprendre ceci, un peu plus qu'auparavant. Mais sur le plan de l'expérience humaine, nous sommes très loin de comprendre que l'invisible n'existe pas. Mais pour le moment, l'homme ne peut s'approcher de l'invisible que par le biais de la télépathie en ce qui concerne l'étude des mondes parallèles. Si l'homme s'approche de l'invisible à travers le voyage astral, à ce moment-là, il ne peut pas comprendre l'invisible parce qu'il n'a pas le moyen ou l'outil mental pour déchiffrer son mouvement dans l'astral, ni en comprendre ou en décomposer le symbolisme qui fait partie aussi de sa programmation et de la mémoire de sa race. Le mensonge est fondamental dans l'univers local. Si le mensonge n'était pas fondamental dans l'univers local, et quand je parle de l'univers local, je parle de l'univers systémique, je parle de l'univers où évoluent des millions de civilisations dans d'autres registres que le nôtre. Des mondes qui sont totalement indépendants de nous, mais des mondes aussi qui ont leur évolution, qui ont vécu leur évolution, qui sont encore en voie d'évolution, mais une évolution qui est différente de la nôtre. Mais il y a une chose qui unit les mondes parallèles, c'est l'intelligence. Les mondes parallèles ne sont pas unis par la forme, mais les mondes parallèles sont unis par l'intelligence. Et dans les mondes parallèles, dans ces systèmes de vie universels, il y a différents niveaux d'intelligence. Vous avez à l'extrême gauche, si vous voulez, l'intelligence que nous appelons sur la Terre le mal, parce que le mal est une forme d'intelligence. Et vous avez, sur l'autre plan, à l'extrême droite, ce qu'on appelle le bien, qui est une autre forme d'intelligence. Mais ces deux formes d'intelligence sont régies par des lois fondamentales. Et la loi fondamentale qui régit les deux systèmes d'intelligence, qu'on appelle le bien ou le mal, sont les lois de ce que j'appelle le mensonge cosmique. Le mensonge cosmique n'est pas en soi une déviation de la réalité, il fait partie de la réalité. Alors que le mal, ou ce que nous appelons le bien, ou les aspects subjectifs de ces deux formes d'énergie, sont des manifestations du mensonge cosmique. Donc le mensonge cosmique, c'est quoi? Le mensonge cosmique, c'est simplement l'inhabilité pour un être en évolution de conscience, pour une unité de conscience, l'inhabilité, l'incapacité de détruire la polarité qui existe entre le bien et le mal, de détruire la polarité qui existe entre le vrai et le faux.
Si l'homme était capable de voir ou de détruire ou de neutraliser la polarité entre le vrai et le faux, le bien ou le mal, l'homme aurait conquis le mensonge cosmique et à ce moment-là, il serait dans un mouvement de conscience télépathique avec les circuits universels, il serait dans son intelligence, il serait dans sa lumière, il serait lui-même lumière, donc il serait techniquement un être pouvant discuter intelligemment avec n'importe qui, sur n'importe quel plan, dans n'importe quel espace-temps, utilisant n'importe quel véhicule, que ce soit physique, éthérique, astral ou mental. Bon, mais ça fait partie de l'évolution. La raison pour laquelle j'ai donné le terme de psychologie évolutionnaire à ce mouvement de l'homme vers le 21e, 22e, 23e siècle, ainsi de suite, c'est pour faire comprendre qu'au cours de l'évolution, la psychologie sera un processus de développement. Ce ne sera pas une dictature dogmatique comme ce le fut au 20e siècle. Ou comme ce le fut au niveau des religions pendant l'évolution. Au cours du 21e siècle, à partir du moment où l'homme entrera dans l'âge du Verseau et que l'homme commencera à protéger sa conscience personnelle, c'est-à-dire à partir du moment où il commencera à être libre, la psychologie qu'il développera face à la vie, autant matérielle que morontielle, qu'astrale, qu'éthérique, cette psychologie sera totalement le résultat d'un devenir, d'un développement, d'un processus. Et ce processus sera fondé sur sa capacité mentale d'intervenir adroitement dans la neutralisation de la polarité du vrai ou du faux, ou du bien ou du mal. Une personne, par exemple, qui ne comprendrait pas ça, bon, on pourrait lui donner un exemple. On pourrait dire qu'il existe dans notre expérience sociale des gens qui sont spirituels mais sans intelligence. Ce que j'appellerais en anglais, j'aime beaucoup l'expression anglaise, unenlightened spirituality. Une spiritualité sans lumière. Bon, je vous donne un exemple d'une spiritualité sans lumière. Je vous donne un exemple qui est un peu à l'extrême. Vous avez un type qui reçoit une pensée, qui se fait dire par une entité d'aller au Vatican et de détruire les statues. Parce que ce sont des nus. Et on lui dit que c'est le Christ qui lui parle. Il y a combien d'individus dans le monde qui ont entendu des voix? Et en général, quand ces voix-là parlent, c'est soit le Christ ou la Vierge, parce que ce sont les deux grands personnages de notre histoire judéo-chrétienne. On s'identifie facilement au Christ, on s'identifie facilement à la Vierge, et ce sont toujours ces deux personnages qui viennent à l'attention du récepteur. Et on lui donne un commandement, et il s'en va dans le monde gâcher sa vie, et aussi la vie des autres. Pourquoi? Parce que il a une spiritualité sans lumière. Donc, avoir une spiritualité en soi n'est pas suffisant, parce qu'il y a eu trop de crimes commis contre l'humanité au nom de la spiritualité. On n'a qu'à penser à l'Inquisition, on n'a qu'à penser à des Savonarola. Il y en a eu tout partout pendant l'évolution des Savonarola. Des Waco, des Jamestown. Et combien d'autres qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas enregistrés dans les annales de notre civilisation. Donc une spiritualité qui est sans intelligence, ça peut être très dangereux parce que les gens qui sont spirituels sont facilement magnétisables au niveau du corps astral, donc ils sont facilement amenés à un état de fanatisme. Et là où il y a fanatisme, il n'y a pas d'intelligence. Et si on va plus loin dans l'étude de ce phénomène qu'on appelle la spiritualité, on s'apercevra un jour qu'un homme intelligent n'est aucunement spirituel. C'est un stage de son évolution qu'il a dépassé.
Donc, nous avons dépassé le stage de l'évolution matérialiste, nous dépasserons le stage de l'évolution spirituelle, et un jour, nous entrerons dans le stage de l'évolution mentale, ou supramentale, appelez ça comme vous voulez. Supramentale simplement parce que, à partir du moment où un homme a une conscience supramentale, il est obligé de s'élever au-dessus de sa conscience mentale, qui peut être le siège de sa conscience spirituelle. Mais dans une conscience supramentale, la conscience spirituelle est absolument inexistante. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a une conscience mentale est en lutte automatique, instantanée, avec ce qu'on appelle le mensonge cosmique. Donc, avec la polarité. Ne pas être en lutte avec la polarité, ne pas comprendre les mouvements de la polarité, ne pas comprendre la relation subtile qui existe entre le bien et le mal, c'est ne pas être intelligent. Et être intelligent, c'est comprendre ceci. Et c'est pour ça que ce sera très difficile pour l'homme de devenir intelligent, parce que pour comprendre le mal et le bien, pour comprendre la polarité, pour comprendre le mensonge cosmique, pour comprendre le travail qui s'exerce contre l'homme à partir des plans subtils, qui manipule constamment les structures psychiques de sa conscience, donc de son moi planétaire, il faut ultimement que l'homme dépasse un peu le stage égocentrique de son moi planétaire, donc son je, donc l'appellation psychologique à sa personnalité, pour finalement entrer dans un dialogue objectif, difficile au début, mais avec le temps de plus en plus facile, avec un niveau de conscience, d'intelligence, de lumière, qui fait partie de son actualisation en tant qu'être, mais sur un plan invisible, mais raccordé à sa matérialité. Bon, à ce moment-là, l'homme commence à entrer ou à comprendre ce que veut dire être intelligent, dans le sens systémique du terme, et non pas dans le sens planétaire du terme. Donc l'évolution, la psychologie évolutionnaire sera certainement un développement à long terme, et les hommes découvriront au fur et à mesure où eux-mêmes laboureront la terre de cette science très vaste, ce qui existe derrière la forme. Donc aujourd'hui, nous pouvons en parler à un certain niveau, demain nous en parlerons à un autre niveau. Je me suis toujours empêché en public de parler d'autres civilisations parce que je ne veux pas être associé avec les intérêts ou les recherches que les gens font ou les appétits que les gens ont dans cette direction. Sachant très bien que l'homme a beaucoup plus besoin d'une psychologie saine aujourd'hui, ici, pour traiter avec sa journée, son quotidien, que de savoir ce qui se passe dans d'autres espaces-temps. Par contre, si on regarde simplement le grand panorama de l'évolution biologique, systémique, à l'intérieur d'un univers local qui contient des millions de soleils, par rapport à des vies ou des vagues de vie ou des niveaux de conscience tellement différents de nous, tellement éloignés de nous, autant sur l'échelle chronologique que sur le plan spatial, qu'il est évident qu'il peut y avoir des différences absolument énormes entre un être humain et un autre être venu d'ailleurs, de la même façon qu'il peut y avoir des différences énormes entre un être qui est né en Chine et un être qui est né en Afrique du Sud. Si nous ne sommes pas assez intelligents pour comprendre par simple comparaison ce que nous avons vécu depuis 100 ans au niveau de la science, pensez à Edison, pensez à Bell, pensez à Lavoisier, pensez à la science d'aujourd'hui, et ça ne fait que 100 ans. Et nous n'avons même pas commencé à travailler, à étudier le psychisme, l'esprit, parce que nous sommes encore dans notre moi, nous ne sommes pas télépathiques, nous sommes réfléchis, nous étudions par réflexion, et nous avons fait un pas de géant en science depuis 100 ans. Imaginez-vous ce que l'homme fera sur le plan psychique lorsqu'il sera télépathique et qu'il aura fait ceci pendant
10 ans, 15 ans, 100 ans, 200 ans, 500 ans. Il sera forcé à un certain moment donné de laisser de côté sa langue, son langage planétaire, pour finalement utiliser un langage systémique. Parce que son mental, sa télépathie, sa nouvelle façon de comprendre scientifiquement l'universel, l'univers, le forcera à développer une autre langue. Et cette langue sera certainement d'un autre niveau vibratoire, donc elle pourra être comprise, perçue, saisie par une grande masse d'individus, mais dans des zones de vibration plus élevées que ce que nous avons aujourd'hui. On commence un peu, il y a des gens qui vivent un peu de ce phénomène de télépathie, mais ce n'est pas encore sous le contrôle de l'homme, ça ne fait pas encore partie de la maîtrise de sa conscience, ça ne fait pas partie de la puissance de sa conscience. Mais c'est en voie d'évolution rapide. Et si vous prenez cette capacité de communiquer avec d'autres mondes, d'autres plans, même si l'homme ne les voit pas, et vous commencez à intégrer ces notions dans votre matérialité actuelle, il est évident que votre conscience va changer, donc vous accéderez lentement à une psychologie évolutionnaire. Mais vous ne pourrez pas bénéficier d'une psychologie évolutionnaire en voulant vous rattacher à une psychologie purement matérialiste, évolutive, qui est celle de nos pères, qui est celle de nos races, qui est celle de nos nations. Parce qu'il n'y a plus de relation entre un homme qui pense et un homme qui ne pense pas. C'est un autre âge. C'est un autre phénomène humain. C'est une autre dimension de sa lumière. C'est le premier mouvement de sa lumière vers l'ego. C'est le premier pas vers son infinité. C'est le premier pas vers son immortalité. C'est le premier pas vers l'élimination de la mort astrale et le premier mouvement vers la mort moroncière, qui est simplement l'éclatement de l'âme et la réorganisation de cette mémoire fantastique à un autre taux vibratoire. La conscience moroncielle, l'homme qui aura une conscience moroncielle verra son âme totalement éclatée, transmutée et réorganisée psychiquement pour pouvoir, sur un autre plan, s'adapter facilement à des dimensions qui ne font pas partie de l'involution. L'involution veut dire quoi? L'involution veut dire la perte de conscience. L'être humain est dans une perte de conscience. L'homme n'a pas conscience. La preuve, il n'a pas d'identité. Si l'homme n'a pas conscience et si l'homme n'a pas d'identité, comment voulez-vous qu'il puisse ne pas mourir en conscience une fois qu'il sort de son corps matériel? Comment voulez-vous qu'il ne retourne pas au plan astral? Si nous regardons le plan astral du point de vue systémique, du point de vue cosmique, ce n'est pas intéressant. Pour nous, lorsque nous mourrons, nous sommes dans un autre monde, nos parents ne savent pas ce qui se passe, nous vivons ce qui se passe. Par contre, les désincarnés, eux, ils ont un problème. Je vous cite un des problèmes. Une âme qui serait souillée, trop souillée. Quand je dis souillée, je veux dire trop imprégnée de vibrations négatives. Sur le plan astral, elle perd son indépendance. Et une âme qui perd son indépendance en forme astrale ou sur le plan astral, elle peut être récupérée par des intelligences systémiques et ils sont capables d'utiliser cette âme-là, la transborder dans leur système parce qu'ils ont accès au plan astral et intégrer cette âme-là dans des corps chimiques pour le développement chez eux de populations serviles,
on est sur le plan matériel, ce qui se passe dans l'astral après la mort, ça ne nous inquiète pas tellement parce que, une fois que tu es mort, tu es mort. Mais lorsque l'on regarde ce qui se passe dans la mort, qu'on comprend la mort et qu'on étudie la mort et qu'on étudie les relations entre le plan astral qui est le plan de la mort et les plans systémiques astro-universels, et qu'on commence à voir les relations entre ces mondes-là, on s'aperçoit qu'il y a, au bout du terme, un temps où des civilisations plus avancées que nous, qui ont le pouvoir d'aller sur le plan astral, chercher des âmes et les amener dans leur monde, parce que pour eux, les âmes sont des unités d'énergie mesurables, quantifiables. Pour nous, l'âme, c'est un esprit. Pour nous, l'âme, c'est une mesure sublime. Pour nous, l'âme, c'est un je ne sais quoi vivant. Pour nous, l'âme, c'est une entité qu'on ne peut pas identifier, mais qui fait techniquement partie de nous selon ce que l'on a entendu parler. Pour nous, l'âme, c'est peut-être un cas égyptien, cas avec un chapeau. Pour le scientifique, l'âme, c'est peut-être une quantité quelconque d'énergie, une somme quelconque d'énergie. Mais pour un être qui est en communication télépathique avec les systèmes, l'âme, ce n'est plus la même chose. L'âme devient une unité de conscience qui a une indépendance. Et cette indépendance, on lui a donné pendant l'évolution le terme de libre arbitre. Vous avez tous l'impression d'être techniquement indépendant en tant qu'être, même si vous êtes connecté à des forces de vie, à des nations qui vous régissent un peu au niveau de la forme, en tant qu'être, vous sentez quand même une sorte d'indépendance, ce qui fait partie de votre libre arbitre. Vous pouvez, en tant qu'homme, bénéficier de ce libre arbitre, donc de cette indépendance de l'âme sur le plan matériel, mais lorsque l'homme meurt, si l'âme est trop empreinte de vibrations négatives, je donne un exemple à l'extrême, un homme qui ferait du cannibalisme et qui mangerait un être humain par plaisir, et qui ferait ces actes absolument débordants de négativité, et qui se retrouverait après la mort sur le plan astral, il est très, très, très évident que cet être-là, cette âme, sera récupérée par des intelligences qui sont capables de traiter avec de l'énergie négative, parce que l'énergie négative fait partie de leur nature. Vous appelez ces civilisations les forces du mal, vous leur avez donné des noms, les forces lucifériennes, les forces sataniques, mais ça, ce sont simplement des termes, des mots symboliques qui n'ont aucune valeur intrinsèque, puisque vous n'êtes pas capable, sur le plan psychique, en utilisant un véhicule quelconque, de venir en contact, voir, rencontrer ces intelligences, et savoir de ce qu'elles font, quel est leur rôle, quelle est la nature de leur empire, quel est le mouvement dynastique de leur intelligence, où sont-elles connectées avec l'homme, quelles sont leurs relations avec l'homme, est-ce qu'il y a relation avec l'homme? Ce sont des questions qui doivent être un jour répondues. Le mal ne peut pas simplement être pendant des siècles l'interprétation psychologique ou spirituelle ou mystique des religions, parce que les religions n'ont pas le pouvoir de comprendre le mal. Ils sont simplement capables de l'identifier selon leurs propres affaires. Le mal de l'Inquisition a été le bien pour l'Église, mais n'a pas été le bien pour ceux qui se sont fait brûler au bûcher. Donc, même si, à cause de l'histoire, lorsqu'on regarde en arrière, même si on absout les actions
des systèmes contre l'homme, le fait demeure que la raison pour laquelle certaines choses se passent sur la terre contre l'homme, c'est parce que il y a sur la terre des vibrations qui émanent de plans qui sont très loin de la terre, de plans systémiques qui sont très puissants et qui passent et qui se ramifient, qui descendent vers l'âme et font vibrer l'âme. Donc le mal, le petit mal que nous connaissons sur la terre, le mal de la terre, la souffrance de l'homme sur la terre, ce mal, il est beaucoup moins grand que le mal qui existe dans l'astral. Et ce ne sont pas les entités dans l'astral qui vont le dire à l'homme, qui vont venir vous le dire, parce que ça fait partie du mensonge cosmique, ça fait partie de garder les secrets. Le pouvoir ne se révèle jamais aux intrus. Pour briser le pouvoir, il faut faire une révolution. Pour briser le pouvoir, il faut déstabiliser. Pour briser le pouvoir, il faut rompre les liens. Donc, si l'homme, un jour, doit briser le pouvoir de l'astral sur sa conscience, ou sur la conscience de son humanité, il faudra qu'en tant qu'individu, il fasse éclater le pouvoir de l'astral. Et comment? En étant en communication télépathique systémique avec des niveaux d'intelligence ou des plans de conscience qui ne font pas partie du monde de la mort. Bon, ce que j'appelle pour le moment une conscience supramentale, le plan supramental. Ou le contact avec la source, ou le contact avec l'ajusteur de pensée. Appelez ça comme vous voulez, les mots sont absolument sans importance à ce niveau-là. Si nous avons fait un pas au niveau de la science depuis 100 ans, personne ne va dire, bon ben, ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est fini, on arrête là. Ça va continuer, il y a le 21e siècle, 22e siècle, 23e. Imaginez-vous ce que l'homme va faire dans 200 ans, 300 ans au niveau de la science. Mais ça, c'est au niveau de la matérialité. Mais l'homme est prêt maintenant à commencer à le faire sur le plan du psychisme, sur le plan de la conscience, sur le plan de son moi, sur le plan de la télépathie, sur le plan de la conversion objective, directe, avec des intelligences qui font partie d'autres mondes parallèles. Donc, dans un sens, la vie humaine, elle se situe sur deux plans. Elle se situe sur le plan matériel, et demain, elle se situera aussi sur le plan psychique. Et lorsque l'homme aura accès, finalement, à une pleine compréhension de ce qui se passe dans l'invisible, et qu'il aura une bonne compréhension de ce qui se passe dans le matériel, il pourra un jour faire une fusion de ces deux aspects-là, et à ce moment-là, il aura une science réellement systémique, et l'homme pourra faire des choses comme d'autres civilisations peuvent le faire aujourd'hui. Mais la psychologie évolutionnaire, son but intrinsèque, c'est, pour le moment seulement, de toujours prendre conscience du mensonge cosmique. Et lorsque l'homme aura pris conscience du mensonge cosmique qui existe derrière la forme et qui fait partie substantiellement de la relation qui existe entre lui et les plans subtils, à ce moment-là, il pourra commencer à étudier la science pure, c'est-à-dire qu'il pourra communiquer par télépathie avec des intelligences qui n'ont rien à voir avec lui en tant que telles, mais qui sont simplement des civilisations en évolution systémique, qui parcourent leur propre chemin, qui ont leur propre destinée, mais qui peuvent un jour s'unir à l'homme pour créer, dans le cosmos local, de nouvelles entités, donc de nouvelles humanités. Le problème avec la réflexion ou la pensée réfléchie que nous avons utilisée pendant l'évolution, c'est que la pensée est sans puissance. Un homme qui pense n'a aucune puissance. Pourquoi il n'a pas de puissance? Parce que quand il pense, il est obligé d'utiliser du matériel qui fait partie de sa mémoire.
Alors que l'homme, à partir du moment où il s'habitue, ce qui n'est pas facile, mais à partir du moment où il s'habitue à explorer difficilement le processus télépathique, il s'aperçoit que le mensonge est toujours là. Et le mensonge est foncièrement la première frontière, la première barrière que l'homme doit dépasser pour en arriver finalement à avoir le pouvoir de la télépathie. D'abord le mensonge, découvrir le mensonge, ensuite l'homme aura le pouvoir de la télépathie. Mais il doit découvrir le mensonge parce que c'est en découvrant le mensonge que l'homme élèvera le taux vibratoire de sa conscience mentale, qu'il transmutera son âme, donc sa mémoire, et qu'il se créera un véhicule d'énergie suffisamment développé pour pouvoir finalement sortir de son corps matériel à volonté, explorer les espaces parallèles, venir en contact avec des intelligences qui font partie de ces espaces et commencer finalement à réaliser que la vie, c'est beaucoup plus vaste que ce que l'humain peut penser. Mais si nous n'avons pas de psychologie évolutionnaire, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas capables de supporter au cours de notre vie la fatigue mentale que crée le travail de dépolarisation, nous ne pouvons pas accéder à une télépathie universelle et s'asseoir à la maison et étudier le mal, ou s'asseoir à la maison et étudier la mort, ou s'asseoir à la maison et étudier les autres civilisations, ou s'asseoir à la maison et étudier les sciences de la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pouvoir dans la conscience. Le pouvoir, c'est une chose que l'ego recherche, parce qu'il est sans pouvoir. Rappelez-vous de ceci. Le pouvoir, c'est quelque chose que l'ego recherche, parce qu'il est sans pouvoir. Si l'ego était dans son pouvoir, c'est-à-dire dans sa lumière, il ne rechercherait pas le pouvoir. Vous ne demandez pas au chien berger allemand d'être mauvais, il est naturellement mauvais. Vous ne demandez pas au Doberman de se fâcher, il est naturellement en état d'acquisition de votre peau. Donc, le développement de la télépathie, dans le sens que je le définis, non pas dans le sens qu'on le parle dans le monde, c'est l'acquisition chez l'homme de la totalité de sa conscience mentale. La conscience mentale, ça nous appartient en tant qu'âme indépendante. Et pourquoi l'âme est indépendante? Chaque fois que l'homme a une question, il devrait avoir une réponse. Chaque fois que l'homme a une question, il devrait avoir une réponse. Sinon, il n'est pas en conscience télépathique. Il est en conscience réfléchie. L'homme n'a pas à aller ni ici, ni là, dans le monde, ni sur le plan matériel, ni sur les autres plans, pour accéder à la réalité. L'homme est lumière. Il est lui-même lumière. Il n'y a aucune autorité dans la structure systémique de la conscience, qu'elle soit macrocosmique, microcosmique, spirituelle, planétaire, ou purement systémique, qui dicte les confins de la connaissance. Il n'y a rien dans la vie universelle, planétaire, astrale, éthérique, mentale, qui dicte les confins de la connaissance. La seule limitation qui existe au niveau de la connaissance, c'est la capacité particulière de toute unité de conscience de dépasser, de briser les frontières de la psychologie, donc les frontières du mensonge. Un être qui brise les frontières du mensonge, qui va au-delà des frontières du mensonge, il atteint un autre niveau de conscience. S'il continue à dépasser les frontières du mensonge, il atteindra un autre niveau de connaissance. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le mensonge, c'est une condition systémique qui empêche les intelligences de savoir des choses qui naturellement les détruiraient, parce qu'une conscience qui n'a pas la capacité de supporter l'infinité de son vide
ne peut pas comprendre la structure morontielle de son moi. C'est normal. Vous ne pouvez pas demander à une intelligence ou à une unité de conscience de comprendre des aspects de la réalité si elle n'est pas capable de supporter le vide que crée la révélation de la science à son moi. C'est normal. Donc le mensonge cosmique, il est important. Il est nécessaire. Une personne qui n'est pas capable d'accepter que le mensonge cosmique est nécessaire est déjà une personne frustrée par son impuissance. Par contre, le mensonge cosmique est une condition de l'évolution de toute conscience, involutive ou évolutive, qui ne peut être brisée, changée ou altérée que dans la mesure où l'homme est capable de confronter son moi, c'est-à-dire la particularité de son moi, à la particularité de son essence. J'explique. La particularité de chaque moi, de chaque âme incarnée, en relation avec l'infini, crée une tension psychique. Je vous donne un exemple. Je me prends comme exemple. Si je me regarde moi en tant que personne qui ne pense pas, en tant que personne qui a un lien universel, donc une télépathie universelle, quel serait pour un homme comme moi l'état d'esprit qui crée une tension? Ce que vous appelez un état de conscience imparfaite, malheureuse, pas contente. Dans un cas comme le mien, c'est mon inhabilité à détruire ce qui m'oppose. Ça, c'est moi. C'est particulier à moi. Pour vous, c'est une autre chose. Pour vous, c'est une autre chose. Pour vous, c'est une autre chose. Ou ce serait une autre chose, dans des conditions similaires. Et pourquoi c'est ainsi? Parce que toute âme est indépendante. Étant indépendante, toute âme a le potentiel d'être, ce qui veut dire que toute âme a le potentiel de son propre plaisir. Être, la fameuse question d'être, que les philosophes ont soulevée, que Shakespeare a fait vibrer dans la littérature des Anglais. To be or not to be. La fameuse question qui a fait frémir les existentialistes. La fameuse question qui a été mise de côté et remise dans les mains d'un autre temps par l'Église. Cette question doit être répondue. Qu'est-ce que c'est être? Être veut dire, pour une âme, avoir la capacité d'être en vibration suffisamment élevée pour avoir et sentir le plaisir de sa lumière. Si un être ou si une âme est capable, ou un ego qui est en manifestation de conscience, est capable d'être en état de conscience d'être-té, c'est parce qu'il est capable de sentir le plaisir. Mais le plaisir de quoi? Le plaisir de ne pas être opposé. Le seul plaisir qui existe pour une entité vivante sur une planète expérimentale, sur un plan astral, éthérique, morontiel, mental, c'est celui de ne pas être opposé. Et vous réaliserez un jour que quand vous êtes heureux, c'est parce que vous n'êtes pas opposé. Vous ne connaissez pas l'opposition. Ramenez ceci à un état de vie très simple. Si ça va bien à votre travail, vous n'êtes pas opposé. Si votre femme vous aime, vous n'êtes pas opposé. Si votre femme ne sort pas avec un autre homme, vous n'êtes pas opposé. Si vous avez des sous pour payer votre loyer à la fin du mois, vous n'êtes pas opposé. Si vous n'avez pas des problèmes d'idéologie comme en Chine, vous n'êtes pas opposé. Être, c'est ne pas être opposé. Mais pourquoi on n'a jamais su cela pendant l'évolution? Pourquoi les hommes n'ont jamais su que être veut dire
Ne pas être opposé. C'est simple. Ce ne sont pas ceux qui sont au pouvoir qui vous l'auraient dit. Si ceux qui sont au pouvoir ne vous le disent pas, qui va vous le dire? Personne. Donc doit venir un temps au cours de l'évolution où l'homme, par lui-même, seul, le réalise. Mais pourquoi et comment? À travers quoi? À travers quel mécanisme? À travers la télépathie. Pas à travers la réflexion, à travers la télépathie. Donc, c'est pourquoi la télépathie, dans le sens que je le parle, fait partie de l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, fait partie du développement de la psychologie évolutionnaire, et que la télépathie représente, techniquement pour l'homme, son lien universel, et elle deviendra de plus en plus grande, de plus en plus vivante chez l'homme, de plus en plus manifeste chez l'homme, au fur et à mesure où il apprendra à ne jamais subir d'opposition. Pourquoi est-il important pour l'homme de ne pas subir d'opposition? Quand je dis de ne pas subir d'opposition, je ne veux pas dire que l'homme doit aller dans la rue et se mettre en guerre avec tout ce qui est en opposition avec lui. C'est pas ça que je veux dire. Il ne faut pas interpréter ce que je dis dans un mauvais esprit, parce qu'à ce moment-là, vous vous créerez des situations abominables. Mais pour l'être humain, ne pas vivre d'opposition veut dire, sur le plan personnel, de sa propre conscience, éliminer en lui ce qui est psychologique, psychique, occulte, et qui l'empêche d'être. Ce ne sont pas les hommes dans le monde qui sont votre problème. Ce ne sont pas les conditions matérielles à l'extérieur de vous qui sont le problème. C'est vous-même. L'homme est son propre ennemi. Ce ne sont pas les hommes qui sont ennemis. C'est l'homme qui est son propre ennemi. Donc, si vous vivez des oppositions et que vous n'êtes pas capable de les éliminer, à ce moment-là, vous n'avez pas suffisamment de conscience télépathique. Donc, vous n'avez pas suffisamment de conscience. Donc, vous n'avez pas suffisamment d'identité. Donc, vous avez trop de personnalité. Donc, vous êtes trop programmé. Donc, la vie est plate. Il y a des gens qui disent, mais c'est long. Mais effectivement, c'est long. Comment voulez-vous que quelque chose soit rapidement fait lorsqu'il y a tellement de conflits chez l'homme? Nous sommes totalement conflictuels. Nous sommes totalement polarisés. Aussitôt qu'il se passe quelque chose dans notre vie, nous sommes émotivement dérangés. Il y a tellement de travail qui doit être exécuté, fait, pour que la transmutation avance, qu'effectivement, c'est long. Sinon, l'homme doit passer à une expérience rapide, très pénible, d'une fusion. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. L'homme est mieux d'aller lentement vers une conscience que de se faire imposer quelque chose pour ensuite en comprendre des aspects. Donc, c'est normal que ce soit long. Et il y a d'autres qui vont dire, bon, est-ce que ça va finir? Ah! Ça finit aussitôt que l'homme se décide. Si l'homme se décidait, ça finirait plus vite. Mais l'homme ne se décide pas parce qu'il est plein de conflits. Donc, la longueur du temps, c'est lui qui en est responsable. Donc, ce n'est pas aussi long qu'on pense. Mais c'est long parce qu'on a beaucoup de difficultés en tant qu'être de se décider. Mais de se décider à quoi? De se décider d'être libre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire se libérer des autres et libérer les autres. Être libre. Pour être libre, il faut libérer les autres et se libérer soi-même. Si on ne se libère pas soi-même, on ne peut pas libérer les autres. Et si on ne fait pas le mouvement de libérer les autres, on ne se libère pas soi-même. Et si on demeure dans cette situation,
On demeure à l'intérieur d'une programmation et on ne peut pas découvrir les autres avenues de notre intelligence, qui sont très vastes, peu communes, très présentes et à plusieurs unités. Donc, se libérer et libérer les autres, c'est un tandem. Et on a beaucoup de difficultés à le faire parce que on a besoin des autres. Mais on a besoin des autres pour de mauvaises raisons. On a besoin des autres parce qu'on a peur de les perdre. Si on n'avait pas peur de les perdre, on n'aurait pas besoin des autres. On serait simplement en relation avec les autres. C'est pas la même chose. Mais ce n'est pas une relation avec les autres que l'on vit. C'est un besoin qu'on a de ne pas les perdre. Et ça, c'est vicieux. C'est astral. Et ça demande de l'expérience future. Vous savez que la vie humaine sur la Terre, elle est très, très, très simple, dans ce sens que les hommes vivent presque tous la même chose. Il y a des nuances. Il y a des nuances entre la vie de la reine, de la princesse Diane en Angleterre et la vie d'une autre petite princesse dans la salle ici. Elle a beaucoup d'argent, elle a tout ça. Mais dans le fond, c'est le même problème. Elle a le fameux problème de l'amour, comme toutes les femmes ont le problème de l'amour. Vous regardez les hommes dans le monde et techniquement, ils ont tous les mêmes problèmes. Mais les nuances sont là pour faire de la variété dans l'expérience. Les pauvres disent « Ah, j'aimerais ça être riche » et les riches disent « Ah, j'aimerais ça la simplicité des pauvres. » Faut se brancher. Mais vous demandez à un pauvre d'être riche demain matin, à cause de son inconscience, il va tout foutre en l'air. Regardez ce qui est arrivé au Lavigueur. Demandez à un riche de devenir pauvre demain matin, il aurait peur de manquer de quelque chose. Donc, on n'est pas capable de prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre. Si l'homme avait une conscience télépathique et qu'il pouvait passer à travers l'astral de sa conscience et étudier sa condition par vibration, il verrait que sa condition est très simple, que son mouvement est très simple, que sa voix est unique et qu'il n'y a aucun problème dans la vie pour lui. Donc à ce moment-là, il commencerait à bénéficier un petit peu de l'indépendance de l'âme et il commencerait à réaliser que son âme, c'est-à-dire la substance globale de son être-té, manifestée astralement, est en puissance lorsqu'elle est connectée à la lumière par la télépathie. Ça, c'est la structure fondamentale de l'évolution, de la psychologie évolutionnaire. Si nous parlons de psychologie évolutionnaire au cours des siècles, nous serons obligés de dire qu'il y a des hommes sur la Terre qui sont capables d'exercer le droit à un lien universel, c'est-à-dire de parler avec des plans, des niveaux d'intelligence, libérés de la mortalité, qui sont plus intelligents qu'eux, dans le sens qu'ils n'ont pas à subir la mortalité. Donc, les effets de la mortalité, donc la crainte. Mais si l'homme ne peut pas être en communication télépathique, il ne peut pas vivre sa vie sans la crainte. Parce que la crainte, c'est le résultat de la coupure de l'âme à travers l'ego qui pense avec la source. C'est de là que vient la crainte. La crainte, c'est le résultat de la rupture avec les circuits universels. Et qu'est-ce qui rend